Mercredi, ils ont commencé la formation, mais il faut qu'on puisse que le civisme et que les résultats soient au finish atteint. Maintenant, au-delà de cet état de fait, est-ce que réellement, à long terme ou bien à très court terme, est-ce que les ex-rebelles vont s'incruster dans la logique d'une armée républicaine? Donc, est-ce qu'il ne pourrait pas plus y avoir de couac entre les rebelles qui avaient déjà pris assez de marge de liberté par rapport même, disons, à la rigueur qui a cours au sein de l'armée. Donc, j'entrevois quelques couacs en termes de cohabitation entre les supérieurs au sein de l'armée traditionnelle et les ex-rebelles. Les ex-rebelles, ce sont des gens qui se sont constitués, se sont formés et qui ont leur logique, leur vision. Vouloir respecter d'une armée républicaine, c'est la grande question. Justement, Jeff Le Prince, c'est ça la grande question, parce que vous avez des rebelles qui sont habitués au maquis à faire ce qu'ils veulent, et là, ils doivent être sous commandement, à prendre la discipline, et c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Je pense qu'il faut toujours commencer quelque part, et comme ça a été un accord. Et maintenant, si ce groupe ou ces groupes vont intégrer l'armée régulière, ça veut dire qu'il faut qu'on les soumette aux dispositions de l'armée pour que ces groupes ou bien ces éléments puissent respecter les dispositions de l'armée. C'est vrai que c'est suite aux incompréhensions, aux guerres, etc., qu'on arrive à faire cette armée mixte. Donc, il est important aujourd'hui que vous quittez le maquis, vous quittez la rue ou bien vous quittez votre bon vouloir faire, et maintenant on vous soumette à des lois. Là, ils sont obligés de respecter les dispositions qui régissent l'armée. Et vous savez, il est important aussi de souligner que cet accord pourra mener vers une paix durable, parce que si on arrive à respecter les clauses, parce que cette armée qui sera à 60% du côté des rebelles et 40% pour l'armée régulière, donc ça veut dire qu'on leur a donné une large marge de pouvoir intégrer facilement l'armée. Suite à ça, je pense que c'est très important que ces groupes puissent comprendre en réalité que c'est une manière de pouvoir enterrer la rage de guerre, qu'on arrive à les associer pour que la paix revienne en Centrafrique. 40% d'armée régulière, 60% de combattants rebelles, ce déséquilibre-là, est-ce que c'est forcément profitable? Non, je ne l'entrevois pas ainsi, parce que s'il y a ce déséquilibre 60-40, c'est qu'au niveau du commandement de cette nouvelle force, ça doit se faire ressentir également. Donc, est-ce qu'on est en train de nous dire que cette armée régulière, ou bien dite régulière, sera commandée à dominance par ces ex-rebelles? Est-ce que les officiers supérieurs de l'armée régulière vont suivre les ordres de ces ex-rebelles? Donc c'est là où moi j'entrevois une cohabitation assez difficile. Mais si c'est pour rassurer, ces ex-rebelles, pour leur dire que vous avez une place prépondérante dans ce processus de paix, on peut l'accepter, et l'opinion internationale et internationale seront prises à témoin pour voir cette partie qui va essayer de mettre en péril, ce processus. Et si l'armée régulière est arrivée à donner ce pourcentage aux ex-rebelles, naturellement, on peut dire que cela résulte des négociations politiques. Alors, ici, on a des rebelles, appelons-les comme ça, et au nom de la paix, on veut les intégrer dans l'armée. On voit cette situation dans beaucoup de pays. Quand vous êtes rebelle, ça veut dire vous êtes dressé contre le drapeau, et l'armée, c'est la défense du drapeau. On les amène maintenant à défendre le drapeau contre lequel ils se sont dressés avant. Non, vous savez, ils ne se sont pas dressés volontairement contre le drapeau. C'est les situations qui les ont amenés à pouvoir se dresser contre les drapeaux. Maintenant qu'on veut les récupérer, vous savez, en politique, il y a des rebelles entre griffes qui n'ont jamais pensé collaborer avec quelques pouvoirs, mais dans les négociations, ils arrivent quand même à s'entendre. Donc aujourd'hui, si nous parlons de cette armée régulière qui va se soumettre aux dispositions de la loi, c'est une manière de pouvoir les amener vers la paix, parce que c'est ce camp qui s'oppose à l'armée régulière. Et pendant 6 ans, vous savez, vous comprenez un peu ce que ce pays a traversé. Mais aujourd'hui, on dit que vous êtes les rebelles.
et que vous êtes une armée irrégulière. Maintenant, on veut régulariser votre situation, vous avez votre salaire et tout. Et maintenant, il y a des dispositions que vous devez respecter. Et comme Credo l'a dit, là où il y a le quoi, aujourd'hui on se pose la question de savoir est-ce que les officiers supérieurs ou bien les postes, les grands postes de l'armée seront occupés par cette armée irrégulière qui est récupérée aujourd'hui, ou bien c'est au sein de l'armée régulière qu'il faut récupérer ou bien nommer les officiers supérieurs. Donc ça pose tellement de problèmes. Vous savez, même si le roi a perdu la couronne, il n'a pas perdu la démarche. Donc, de toute façon, il faut que la Centrafrique fasse beaucoup attention en intégrant même 60% de cette armée régulière et d'éviter en sorte que du jour au lendemain, qu'on ne retourne pas à la case de départ. C'est très important parce qu'il faut toujours avoir les garde-fous pour pouvoir les contrôler, les surveiller. Et puis, autre situation, ce qui a fait retarder même la mise en place de cette unité spéciale mixte, c'est que le gouvernement exigeait le désarmement. Et beaucoup de chefs rebelles avaient refusé. Donc, on donne conventionnellement des armes à des gens qui refusaient de laisser leurs armes qu'on jugeait non conventionnelles. Non, mais je crois que s'ils sont arrivés à cette situation, à cet état de fait, c'est que les négociations politiques ont eu lieu. C'est vrai, si on prend la chose de façon basique, avec, disons, en griffe, les armes artisanales qu'ils avaient en tant que rebelles. Maintenant, ils auront les armes régulières, les armes plus sophistiquées, mais de quoi seront-ils capables? C'est la grande interrogation. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la discipline au sein d'une armée républicaine. Ils vont essayer, je suppose, de leur inculquer cette discipline, même si ça ne sera pas du tout facile, parce que les rebelles ont toujours des marges de liberté et ils prennent des initiatives, même si c'est à l'encontre, disons, de l'autorité. Ouais. Donc, ils ont des marges de manœuvre assez primitives. Donc là, maintenant, il faut les domicilier pour leur dire, lorsqu'on est dans l'armée, on répond à un certain nombre de critères. Donc c'est ce travail-là qu'on doit faire. Et le travail ne doit pas être seulement physique, mais c'est un travail aussi psychologique qu'on doit faire à l'endroit de ces personnes. Il faut valoriser ces ex-rebelles aujourd'hui pour leur dire, mais vous avez évolué d'un statut de non-droit à un statut de plein droit. Maintenant, voilà comment on va vous encadrer, voilà les avantages que vous avez. Parce que si vous commettez l'erreur de retourner dans l'ancien statut, disons, à leur état primaire, donc voilà, ils seront, toujours dans une situation non enviable. Donc voilà un peu, mais comme l'a souligné aussi mon cher confrère, Jeff, l'essentiel du travail devra être fait au niveau du haut commandement de l'armée. Et le haut commandement de l'armée, c'est vrai, les ex-rebelles ont 60%, ils vont vouloir également s'imposer. Donc, je crois que ça sera une cohabitation entre les anciens chefs rebelles et les officiers supérieurs. Parce que les anciens chefs rebelles aussi ont besoin d'être formés, d'être disciplinés. Oui, si tu permets, je voulais ajouter, vous savez, si le chef de la mission de l'Union africaine se félicite de cette démarche, il y a Emmanuel Macron aussi, je pense qu'il s'est félicité de cette démarche. Il ne faut pas oublier que justement, la Centrafrique voulait s'inspirer de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, si vous vous rappelez. Vous avez vu, après avoir cessé la guerre, Guillaume Soro avec toute sa troupe, il y a des milliers de jeunes qui se sont révoltés. Voilà, vous nous avez promis tant et vous n'avez pas pu recruter les jeunes dans l'armée. Et si on s'inspire de cette expérience, ça veut dire justement que si vous les laissez sur le carreau, c'est un danger. 14 groupes à récupérer dans l'armée, je pense que ce n'est pas facile. Et en même temps, dans le cadre de la Côte d'Ivoire, on a vu qu'à chaque mécontentement, c'est ces rebelles-là qui sortaient semer le désordre. Oui, exactement. Donc, Credo l'a dit tout à l'heure, il faut commencer par une formation. Et cette formation doit être continue à tous les niveaux. Et il faut les mettre dans de très bonnes conditions. Parce qu'en Côte d'Ivoire, entre-temps, les sous-officiers qui ont commencé à revendiquer un certain nombre de choses, parce que les officiers ont des villas, ont des voitures de commandement, alors que les rebelles qui ont été intégrés, qui se disent, mais c'est nous qui sommes sur le terrain, mais ça ne se fait pas comme ça. Alors, il va falloir faire un travail de terrain, c'est-à-dire commencer par la formation psychologique et penser au salaire, comment mettre ces gens à l'aise. Si ce n'est pas fait psychologiquement dans leur tête, vous allez voir qu'à tout moment,
Ça peut péter. Donc, il est très important d'étudier tous les aspects de cette intégration avant de pouvoir les mettre à l'aise et pour que la paix revienne véritablement en Centrafrique. Et puis, il y a un autre aspect qu'on va évoquer tout de suite, c'est que plusieurs de ces rebelles veulent conserver leur grade de rebelle en étant dans l'armée. On va en parler tout de suite et on va marquer la première pause d'abord. Incroyable, 1000% de bonus. 1000% de bonus. Chez Tougoucel, vous avez jusqu'à 1000% de bonus sur les forfaits packagés. 1000 francs CFA vous donne 9000 francs CFA de crédit de communication plus 100 mégaoctets. Composez étoile 919 dièse, souscrivez et appelez en toute quiétude. Étoile 919 dièse, Bois Founoufa, Tougoucel, le leader. Watch our channels now, live from your smartphone wherever you are. Do not miss any of the programs on our 8 channels: Info French and Info English, Magazine, Cinema, Transnat, Music, Sports 1 and Sports 2. Quickly go to Play Store, Apple Store, download and install the New World TV app, and enjoy the intense moment with a TV that transforms you. Are you an advertiser? Do you have product? Would you like to show your commercials on the New World TV channels? Quickly contact the sales department at 22551933 or on our WhatsApp number 70267676 or 96939310 or on our email commercial@newworldtv.com. Nous restons sur la Centrafrique où on évoquait donc le lancement d'une première unité mêlant armée et ex-rebelles. Nous sommes rejoints sur le plateau par Sylvestre Béni, directeur de publication de La Manchette. Bonsoir Sylvestre. Oui, bonsoir Samuel et bonsoir à toutes et à tous. Credo Tété, donc cette question concernant cette affaire de grade, beaucoup de rebelles souhaitent conserver leur grade une fois intégrés à l'armée régulière. Non, je crois que c'est de l'illusion parce que l'armée régulière obéit à un certain nombre de règles et puis de disciplines. C'est ce qu'on disait tantôt, donc on ne savait même pas que cette question allait venir, mais je crois qu'il faudrait, à travers cette formation, leur dire que, en fait, les grades qu'ils s'étaient octroyés, donc il y a des grades régulières, et les grades régulières obéissent également à des types de formation, à des règles assez précises. Donc il faudrait essayer de discuter avec eux. Surtout, toujours est-il qu'il y aura quelques postes de responsabilité qu'ils seront obligés d'octroyer par complaisance pour essayer de calmer un peu la tension. Mais
la discipline militaire doit être de mise et on ne se lève pas dans l'armée. Par exemple, pour prendre le grade de colonel, des gens s'étaient autoproclamés colonel parce que dans l'armée rebelle, donc ils étaient les premiers à épouser cette idée. Donc ils sont, disons, les devanciers. Donc ils se sont donné des marges de considération de manœuvre. Maintenant, dans l'armée régulière, même s'il faut les appeler adjudants ou bien sergents, c'est qu'ils ont passé des étapes de formation. Et c'est là où le problème va se poser. Parce que quelqu'un qui était un colonel en dehors des normes républicaines, qui veut garder le grade de colonel, mais qui n'a pas les outils nécessaires en tant que colonel. Donc je crois que le colonel qui a fait sa formation, on ne voudra jamais les mettre sur le même pied d'égalité. Mais comment régler cette situation? C'est ce que nous disions tantôt. Il faut jouer également au cours de cette formation sur leur psychologie. Peut-être qu'on peut compenser cela par des avantages et essayer de leur dire que vous n'êtes pas des sous-officiers, vous n'êtes pas des sous-êtres, mais la nouvelle vision que nous voulons pour la Centrafrique, c'est que nous puissions contribuer au développement, à la paix dans ce pays. Justement, à Sylvestre Béni, s'il y a toutes ces exigences de la part de ces ex-rebelles, c'est qu'ils se savent en position de force aussi. Justement, je crois que le problème se pose là où se posait même là, parce que moi, j'estime qu'ils doivent normalement commencer par le DDR, c'est-à-dire désarmement, démobilisation et réintégration. Mais aujourd'hui, ces rebelles ont encore la puissance de feu. Et là, quand j'écoutais tout à l'heure Credo qui parlait donc des armes artisanales, je dis non, le rebelle qui vient t'attaquer, ils ont des réseaux, ils ont des canaux, ils viennent avec des armes sophistiquées. Si vous voyez en quelques jours, ceux qui ont pris donc le nord du Mali avançaient. Et n'eût été l'intervention de la France, ils devaient même marcher sur Bamako. Donc ils viennent avec des moyens, c'est-à-dire des artilleries lourdes pour vous attaquer. Donc aujourd'hui, ils conservent la puissance du feu. Et là, c'est pour même sur le fait qu'on leur a 360%, on leur a 360%. Et donc pour intégrer donc l'armée régulière. Donc normalement on devait procéder par là. Donc les gens, donc la puissance de feu, ils ont tout. Donc c'est à eux maintenant. C'est pourquoi ils disent maintenant ce qu'ils veulent faire. Et même figurez-vous, c'est depuis 2018 que c'est eux-mêmes qui ont demandé à réintégrer l'armée régulière. Voyez-vous donc que et là l'image c'est que c'est eux qui disent tout. Parce qu'ils ont encore les armes, si vous refusez, ils vont se replier et vont vous attaquer. Et je me dis que la France aussi a péché un peu en voulant tout de suite mettre une armée et à la disposition, une armée régulière. Parce qu'aujourd'hui, l'armée n'existe plus en Centrafrique. Et vous verrez qu'il n'y a que quelques policiers et tout ça, même des députés qui viennent au Parlement avec des armes. Vous vous rappelez de ceux de députés-là pour lors des débats sortir une arme. Voilà. Donc aujourd'hui, les armes circulent parce que les gens viennent, donc ils considèrent que pour l'instant, s'ils se replient, ils peuvent encore faire mal au pays. Donc ils vont vous dicter tout. La preuve, il y a quelques jours, il y a quelques chefs rebelles qui ont encore quitté le gouvernement. Donc ça veut dire que c'est vrai que j'ai écouté le chef donc de la MUSCA qui salue un peu l'initiative. Non, c'est l'euphorie. Ils sautent au plafond. Mais pour l'instant, je dis, la mayonnaise n'a pas encore pris. La base est faussée. Ils doivent imposer à ces rebelles-là un désarmement. Peut-être sûrement de commun accord. Et après, ils reviennent, ils discutent, voir la manière dont, il est vrai, parmi ces rebelles-là, il peut y avoir également des gens qui ont une fois fait le métier des armes, peut-être dans certains pays, parce que généralement, ces rebelles, ce sont des gens qu'on va recruter peut-être en Centrafrique, au Libéria et tout ça, qui sont peut-être des anciens militaires ou des anciens soldats. Donc, ils savent le maniement des armes. C'est eux souvent qui sont devant même et qui définissent donc les stratégies de combat. Donc, des gens qui ont quitté, qui savent qu'ils ne peuvent plus retourner dans leur pays. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui dans l'armée ivoirienne des gens qui ne parlent que l'anglais. Mais pourtant, ils sont maintenant ivoiriens dans l'armée régulière. Et quand il y a des grabuges, ils oublient même les randiès, ils portent des chaussures de sport avec des tricots. C'est là, ils se sentent bien dans la peau de rebelles. Et vous avez vu la dernière fois, ils ont imposé des choses à Ouattara et vite, il a accepté. Donc, ils devaient commencer par le désarmement. Tant que ce n'est pas fait, je vous dis que, du moins,
cette décision d'avoir une armée régulière, ça va justement faire long feu. Donc, Jeff Le Prince, cet accord de paix, malgré cette avancée qui est celle de la formation de cette unité spéciale mixte, l'accord de paix est toujours très fragile. Oui, très fragile, mais je l'ai dit à l'entame qu'il faut toujours commencer quelque part. Si c'est ça, si c'est le sacrifice à faire, il faut le faire. Et cette armée irrégulière doit comprendre en réalité que c'est l'intérêt général de la nation, bien de toute la Centrafrique. Et c'est vrai que ces groupes de rebelles ont les moyens nécessaires pour combattre l'armée régulière. Et si nous avons les moyens et que l'autre en face qui n'a pas ces moyens, qui veut discuter avec nous, souvent, c'est nous qui imposons notre loi. Ouais. Et c'est ce que ces rebelles sont en train de faire avec les autorités centrafricaines aujourd'hui. Donc il est important que ces autorités comprennent en réalité ce qui se passe. Mais quel est le sacrifice à faire? Si c'est le sacrifice à consacrer, on consacre le sacrifice et puis on avance. Parce que, Béni l'a dit tout à l'heure, j'allais soulever ce cas que ce n'est pas forcément les Centrafricains qui se trouvent dans les rebelles. Parce que c'est des gens qui sont venus pêle-mêle dans d'autres pays qui sont là, on les a recrutés, mais aujourd'hui nous retournons chez nous pour devenir quoi? On a lutté à vos côtés, maintenant que le gâteau est sur le plateau, qu'est-ce qu'on fait? On va le partager ensemble. Donc ils sont là pour revendiquer un certain nombre de choses. Mais si c'est le sacrifice à faire, je pense qu'il faut le faire et avancer. Mais mettre les règles, les éduquer, les former, pour qu'ils comprennent que vous avez quitté un terrain pour un autre terrain. Mais je voulais faire rire Préto pour lui dire que c'est vrai qu'il y a des normes pour avoir les grades dans l'armée, mais un chef d'État qui n'est plus en Afrique de l'Ouest, qui nommait les gens par complaisance parce que vous avez fait un bon travail. Tu peux suivre mon regard. Non, je ne vois pas le rapport. Je ne vois pas le rapport parce qu'il y a des promotions par mérite. Mais non, je sais, c'est juste pour t'amuser, pour dire qu'il y a un chef d'État général d'un pays de l'Afrique de l'Ouest. Quand tu fais bien, même si tu n'es pas dans le coin, il dit, ben, toi, on peut te nommer général ou colonel. Non, je voudrais bien voir le rapport. On va passer à la Guinée d'Alpha Condé. Environ 9 morts. Les manifestations qui agitent la Guinée depuis lundi ont eu des conséquences tragiques, ont reconnu mercredi les autorités de Conakry, alors que des opposants à un éventuel 3e mandat d'Alpha Condé comparaissaient devant la justice et que la communauté internationale s'inquiète de l'escalade de la tension. Il a été enregistré au total 9 cas de décès, dont 8 dans notre capitale, ainsi que de nombreux blessés, a déclaré le ministre de l'administration territoriale, le général Bourema Condé. Les autorités avaient jusqu'ici confirmé seulement un mort, la mort d'un habitant de Conakry et d'un gendarme. Ces manifestations non autorisées ont engendré des conséquences tragiques, a commenté le ministre, selon qui le calme est revenu sur la quasi-totalité du territoire, même si les forces de maintien de l'ordre s'évertuent à normaliser la situation dans les zones où des échauffourées persistent. Sylvestre Béni, 9 morts pour des manifestations juste parce qu'on prête, j'insiste sur le mot, Alpha Condé, la volonté de faire un 3e mandat. Bon, si on lui prête cela, pourquoi est-ce que lui n'anticipe pas pour dire je ne ferai pas ouvertement mon 3e mandat? Pourquoi il ne le fait pas? Aujourd'hui, quand vous analysez les faits, gestes donc du professeur Alpha Condé, c'est sûr que le gars, il enclenche, donc il veut faire un 3e mandat. La preuve, lorsque le débat se posait, il est allé voir Ouattara et même les Guinéens qui se trouvaient déjà en Côte d'Ivoire ont commencé par manifester. Depuis là, il pouvait quand même leur dire que moi, je ne ferai pas un 3e mandat. Mais aujourd'hui, lorsque vous voyez qu'il dit que on va engager un débat politique, on va engager un dialogue pour faire quoi? Lorsque le monsieur dit nous allons faire un dialogue pour faire quoi? Pour poser un problème. Et le problème qu'il va poser, c'est l'éventualité du 3e mandat. Alors, mais il oublie que nous sommes dans un pays où la majorité de la population vient, excusez peut-être le thème des campagnes. Et ces gens-là, et la majorité, il y a souvent les Peuls qui sont un peu majoritaires, là, qui viennent donc des campagnes. Ce sont des gens que lorsque ils prennent fait et cause pour quelque chose, ils n'abdiquent jamais. Vous avez vu cette fourmilière humaine qui s'est déversée, si on peut le dire, dans la rue et qui a pratiquement inondé tous les coins donc de la capitale. Cela suffisait juste pour Alpha Condé de dire
rentrez chez vous, je vous donne la garantie, je ne ferai pas un troisième mandat. Mais si le monsieur a accepté jusqu'à ce qu'on ait déjà 9 morts, ça veut dire que quelque part, il veut forcer. Il veut forcer donc la porte. Et là, je crois que avec Cellou Dalein Diallo, un opposant qui apparemment est fringal, mais qui est très adulé donc dans le pays, je me dis que Condé aura tellement donc de problèmes à passer. Et figurez-vous, un monsieur qui a 81 ans et qui veut faire encore un troisième mandat. Mais nous ne le voulons plus. 21 ans, mais bien portant. Bien portant. Regardez la démarche de l'homme. Il est fatigué. Je vous dis, le pouvoir use en 10 ans. Si tu arrives à faire 10 ans de pouvoir, tu n'as plus rien encore à offrir à ce pays-là. 10 ans déjà, on a usé. Et je défie un chef d'État qui viendra me dire qu'après 10 ans de pouvoir, lui, il a encore la capacité de quelqu'un qui a commencé il y a 2 ans. Il y a Paul Kagame. Non, il faut laisser Paul Kagame. Non, écoutez, ceux qui pensent que, il est vrai, ce qu'il est en train de faire, ce que Paul Kagame est en train de faire au Rwanda, c'est vrai, c'est salutaire. Mais ça, c'est une dictature douce donc, au Rwanda. C'est ce que les gens ne savent pas. Au Rwanda, il n'y a pas d'opposition. Vous risquez, demain matin, vous appelez l'opposant au Rwanda, vous n'existez plus. Et je vous dis que lui aussi, il essaie également de bâtir ce pays-là sur la fibre identitaire. Et c'est grave également. Parce qu'après lui, si on ne sait pas faire, on risque encore de retrouver ce pays-là en lambeaux. Donc c'est une dictature douce qui est également développée là. Donc si on revient en Guinée, je vous dis que Alpha Condé, il doit comprendre donc le message. Déjà, quand l'armée dit, on dit maintenant, on donne donc l'autorisation au commandant de fouiller les gens et tout ça, je vous dis, nous sommes dans un pays qui a la culture donc des coups d'État. Dadis Camara n'est pas loin, hein, il y a encore des gens là. Il y a eu 9 morts, je le dis. Je vais vous citer les propos d'un policier qui dit « Ces jeunes sont fous, nous on est fatigués, nous voulons qu'ils rentrent chez eux, mais impossible. » 9 morts. La faute c'est Alpha Condé? Non, je crois que c'est une faute intentionnelle, une intention qu'on lui prête parce qu'il n'a pas encore, disons, matérialisé cela. Ça, c'est une façon de voir la problématique. Mais je crois qu'il a développé des velléités et les gens le prennent par rapport à ses intentions, à ses velléités qu'il a développées. Sylvestre Béni le disait tantôt, si Alpha Condé ne voulait pas de ses morts, il aurait anticipé pour communiquer. Même si c'était simplement une communication politique, il pouvait empêcher, disons, ces morts, tout en demandant même aux forces armées de ne pas violenter, disons, les manifestants, de les encadrer, comme on le fait dans un pays ouest-africain, de bien les encadrer afin qu'ils puissent retourner à leur maison sains et saufs. Voilà un peu, c'est une triste réalité. Et la tristesse même disons, d'Alpha Condé vient que c'était le super démocrate qui a aujourd'hui des velléités assez nuisibles, même pas seulement à son pays, mais au continent africain, parce qu'avec son âge, même s'il a encore ses facultés mentales, le super démocrate, parce qu'il nous en souvient également que ce même Alpha Condé, lorsqu'il était ce démocrate virulent, avait dit qu'il ne ferait pas plus de 2 mandats. Et aujourd'hui, de l'autre côté du rideau, voilà quelqu'un qui a de réelles intentions de s'éterniser au pouvoir. Donc c'est triste et cela ne fait que décrire également ce que sont nos opposants en Afrique lorsqu'ils participent, disons, à cette réception du pouvoir, à ce partage ou bien, disons, à cette joie au pouvoir. Donc, ils sont lents à débarrasser le plancher. Ceux qui sont au pouvoir ne sont pas mieux non plus. Ceux qui sont au pouvoir, c'est certes toujours dans la conservation du pouvoir, mais l'exemple de M. Condé n'est pas du tout à suivre parce qu'on a vu comment est-ce qu'il a connu la prison. Il était le modèle même de l'opposant démocrate et aujourd'hui, c'est lui qui veut faire reculer ce pays. Est-ce que Alpha Condé est responsable de la situation actuelle ou c'est l'opposition qui est allée aussi un peu trop loin? Non, je dirais les deux. Mais la plus grande partie de cette responsabilité, c'est l'opposition. L'opposition en ce sens que le gars n'a pas encore fait une déclaration. Même si on lui prête l'intention,
attendez de voir. Il y a des réactions, bien il y a des manières par lesquelles il faut dénoncer cette intention. Mettre les gens dans la rue tout de suite, moi c'est ce qui me fait toujours mal en Afrique, quand vous voyez les pays africains ou ces opposants qui disent que le peuple ou les populations prennent leurs responsabilités, sortez de chez vous, et vous ne les verrez pas devant. Et c'est les pauvres citoyens qui ramassent les pots cassés. Aujourd'hui, 9 morts. Je pense que c'est ce qu'on a pu décompter. Peut-être c'est au-delà de 9. Il y a l'opposition qui parle de 10 morts, en fait. Ok, l'opposition parle de 10 morts. Est-ce qu'il y a un responsable de parti politique parmi ces 10 morts? Il n'y en a jamais eu. Il n'y en a jamais eu. C'est les pauvres citoyens qui ramassent les pots cassés. Parce qu'aujourd'hui, j'allais même commencer par une question fondamentale. Non, en réalité... S'il te plaît. Qu'est-ce que la Constitution dit? C'est 2 mandats? Oui. 2 mandats. Limité à 2, et là-bas même c'est étanche. Nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutivement ou par intermittence. Alors, clair. Pourquoi le président aussi? Pourquoi? Je disais tout à l'heure que les responsabilités sont partagées, mais j'accuse plus l'opposition parce que le monsieur n'a pas encore fait une déclaration. Mais quand ça a commencé, tu vois une population, une marée humaine dans les rues. Je pense qu'il faut rassurer cette population pour dire je n'ai pas encore parlé, je n'ai pas encore déclaré que je serai candidat. Prenez votre patience. Alors, je pense que ça pourrait apaiser ces populations. Mais le fait de se taire devient aussi une complicité qui ne dit pas son nom. Parce que dans certains pays, le gars, il est là et c'est des gens qui gesticulent pour dire voilà notre champion, c'est lui qui sera candidat, alors que le monsieur même ne dit rien. Au Niger, le monsieur, il a fait arrêter les gens. Parce qu'il ne voulait pas de ça. Je n'ai pas encore parlé, pourquoi vous parlez à mon nom? Donc je pense que c'est ce que Condé allait faire. Alors, quand vous voyez un peu le processus de Alpha Condé, d'avoir conduit certaines missions de l'Union africaine ou bien de la CEDEAO, il allait donner un bel exemple. Pourquoi il veut rentrer dans cette histoire quand la Constitution dit limitons-nous à 2 mandats? Il ne faut pas forcer les choses. Je dis le pouvoir est doux, mais faisons attention. Il faut savoir quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. C'est très important. Moi, je voulais quand même te donner un élément tangible qui prête cette intention du 3e mandat à Condé. La Constitution dit nul ne peut faire plus de 2 mandats. Et c'est consigné, c'est verrouillé. Maintenant, le monsieur demande un dialogue. Il demande un dialogue pourquoi? S'il demande un dialogue politique entre pouvoir et opposition, il demande un dialogue pourquoi? Le problème est déjà réglé. En fait, le problème est déjà réglé, on dit. C'est ça que là où les gens disent qu'on lui prête des intentions, c'est que aucune constitution n'interdit d'être retouchée. Maintenant, on prête à Alpha qu'on ait l'intention de toucher à la limitation, alors qu'il se peut. Justement, c'est pourquoi la réforme ne concerne même pas. Mais c'est pourquoi le monsieur demande un dialogue politique entre pouvoir et opposition. En demandant un dialogue. D'office, vous pensez en demandant un dialogue, le problème ne se pose. On dira. Justement, le problème ne se posait même pas. Le problème ne se posait même pas parce que la Constitution a dit. C'est lui, par exemple, Alpha Condé a été président pendant bientôt 10 ans. C'est lui qui a appliqué la Constitution et qui a vu qu'il y a peut-être des choses qui ne marchent pas, qu'il faut améliorer. Justement, c'est pour. Voilà, c'était l'idée. Et vous verrez que le monsieur va dire non, maintenant allons à un septennat parce que je conçois que maintenant, pour mieux gérer le pays, parce que il y a des chantiers que nous avons acclenchés, donc nous devons au moins terminer cela. Accordez-moi encore un septennat pour que je puisse finir ça. On connaît cette programme-là, quoi. Pays donnait quelqu'un le culot de proposer un septennat. Dans ce pays, au Togo, à un moment donné, dans ce pays, non, moi, donnons le nom. Appelons l'idée par son nom. Dans ce pays, au moment où le président togolais a déjà fait, il est en train de boucler son 3e mandat, il y a un député venu de nulle part, un produit purement français qui a tenté d'être député en France. Il a échoué, il a pris ses clics et ses claques, il est revenu dans ce pays et qui propose un septennat. Ça veut dire que le monsieur est totalement dépaysé, il ne connaît rien de la politique togolaise. En réalité, c'est ça. Raison pour laquelle même certains lui ont rappelé que le monsieur, non, vous êtes totalement perdu. Ici, c'est pas là, quoi, en réalité. Donc, non, si vous me permettez, mais moi je voudrais revenir sur le cas Alpha Condé en demandant le dialogue. Je crois que on va trop vite en besogne en lui prêtant une intention assez arrêtée pour dire le dialogue politique ne doit pas être rompu dans un système politique. On peut discuter de tous les problèmes qui concernent la nation. Le problème ici, c'est le timing. Alpha Condé, je l'ai dit, il va boucler 10 ans. Il n'a jamais dit qu'il allait toucher à la Constitution.
et subitement, à 1 an de la fin de son mandat, il veut une mouche le pique et il veut y toucher. Non, Et pendant son élection pour le deuxième mandat, il n'a même pas fait comme promesse de campagne une réforme constitutionnelle, il n'a pas dit. Oui, il peut le dire pendant la campagne ou non, mais lorsqu'il sent le besoin de poser des problèmes dans le cadre d'un dialogue, donc il est libre. Mais moi, là où je ne partage pas totalement l'avis de mon cher ami Sylvestre, c'est le fait d'aller vite en besogne, de faire des caricatures intentionnelles par rapport à M. Condé. C'est vrai, son silence, est-ce que le silence est complice? Donc ça, c'est une autre vision de la chose. Mais un président... il sait comment les choses bougent dans l'exercice de son pouvoir. Il peut convoquer un dialogue. Parce que il faut attendre que l'ordre du jour du dialogue comporte ce point avant de dire que voilà ses intentions cachées. Mais lorsque l'ordre du jour, le cadre même n'est pas encore défini, l'ordre du jour n'est pas établi, mais aller jusqu'à dire que c'est pour ça qu'il veut faire ce dialogue-là. Donc je crois qu'on est en train, disons, de lui faire justement un procès d'intention. Maintenant, la situation n'est pas identique dans d'autres pays. Donc il a donné l'exemple. Et lorsqu'on est dans l'exercice du pouvoir et lorsqu'on est dans une stratégie de conservation du pouvoir, toutes les propositions se valent. Et ce n'est pas parce que... de conservation, de prédation. Non, de conservation de prédation plutôt. Non, mais je te concède, disons, cette qualification. Voilà. Mais M. Adjouvi a fait une certaine innovation politique qui n'a pas prospéré. Mais il a eu le mérite de dire ce qu'il pense de la chose. Mais il ne faudrait pas... Parce qu'en démocratie, toute personne est libre d'exprimer sa conception de la chose. Moi, je ne vais même pas perdre le temps en parlant de M. Adjouvi parce qu'il est dépaysé. Ce que moi, je dis, je vais revenir sur la Guinée. La Constitution lui donne toute la latitude. Bon, ça, c'est un débat, nous allons revenir là-dessus. Mais ce que moi, je dis, lorsque ça, je te le concerne. Alors, lorsque le Alpha Condé est allé en Côte d'Ivoire, il est parti pour apprendre. Parce que c'est justement ce que Ouattara a fait. Il a modifié la Constitution en se donnant au moins cette garantie au cas où l'arrière n'est pas assuré. Je fais encore un 3e mandat. Et c'est la même chose que Pierre Nkurunziza a fait dans son pays-là. Et au Burundi, il a modifié la Constitution. Il dit ouvertement qu'il ne sera pas candidat, mais au cas où l'arrière n'est pas... Et il sait que son arrière, il est menacé derrière, le monsieur va continuer. Donc, en réalité, c'est ce que Condé veut également faire. Modifier la Constitution qui lui donne cette garantie-là de faire encore un 3e mandat. Mais si ça, il voit qu'il n'est pas totalement menacé. Parce que le monsieur dit que... Vous savez ce qu'il a dit? Le monsieur a dit... Non, vous savez... Le monsieur n'est pas... Non, je vais juste te donner cette phrase-là. Jusqu'à lui prêter des intentions. C'est pas une intention. Il a fait une visite d'État en Côte d'Ivoire. Tu sais ce qu'il a dit? Non, tu sais ce que Condé a dit? Non, je te donne juste cette phrase-là. Tu sais ce que le professeur Condé a dit il y a quelques jours? Il a dit que, normalement, que c'est la garantie, comme il n'y a pas la garantie du lendemain, parce que quand les gens quittent, c'est des procès, tout c'est ce qui ne donne pas la latitude donc, au président et de parti. C'est ce qu'il a dit. Donc il veut assurer ses arrières d'abord avec le 3e mandat avant de partir. Je suis content, je voulais prendre là où il a chuté. Justement. Là où il a chuté. Parce que le gars a dit, faisons un dialogue. Vous ne maîtrisez pas le contenu, le cadre ou l'ordre du jour et vous lui prêtez des intentions. Peut-être, suite à ce dialogue, les 9 années déjà passées, on lui reproche certaines choses. Maintenant que je veux partir, je voulais vous rassurer qu'il n'y ait pas la chasse aux sorcières. Ça peut être l'ordre du jour. C'est pas lui qui va rassurer en fait. De toute façon, il faut dialoguer avec tes adversaires. Lui, il a dansé, c'est les autres qui l'ont apprécié. Vous me reprochez des choses, maintenant je voulais partir dans la paix. Garantissez-moi le retour et mon derrière pour que je puisse vivre paisiblement. Non, il n'y a pas question de lui garantir un retour. Parce que lorsque vous êtes au pouvoir, vous devez poser des actes dignes. Oui. Lorsque vous êtes au pouvoir, posez des actes dignes et vous parlez de... Vous pouvez donner le nom d'un président exemplaire qui a tout fait, où tout le monde applaudit aujourd'hui. Mais il y a des présidents qui sont partis. La preuve, le Niger ici, Mamadi Youssoufou a dit qu'il y a 22 millions de Nigériens. Pourquoi il aurait cette arrogance-là de continuer
à gouverner l'État. Il a dit. Je suis d'accord. Les gens sont sortis. Non. Je ne dis pas encore que je vais... Il faudrait que Condé le dise. N'oublions pas que le président nigérien est un homme politique et ses propos doivent être considérés comme des propos politiques parce qu'il n'a pas encore matérialisé. Non, le monsieur l'a dit, il va le faire. La preuve, il a fait couvrir le bec à ceux qui le disent. Avec développé sur lequel je voulais voir réagir, en disant peut-être l'opposition qui est allée un peu trop vite en besoin. Moi, j'ai pensé au Burkina où ils ont attendu jusqu'au dernier moment quand le projet a été introduit avant de descendre dans les rues et l'arrêter. Mais là, rien n'est fait et tout le monde se... Non, chaque pays a ses réalités. Et du fait des antécédents. Et pourquoi tu penses que Condé est allé s'exprimer Et du fait des antécédents. de la Côte d'Ivoire? Bon, Les réalités ne sont pas les mêmes. Non, justement, les réalités ne sont pas les mêmes et c'est là où l'opposition a fauté parce que l'opposition devrait prendre son mal en patience. Oui. L'opposition s'est empressée, s'est précipitée, est tombée dans son propre... Non, c'est l'anticipation. L'anticipation négative. Non, si tu... négationniste. Parce qu'aujourd'hui, s'il faut trouver des comptables à ces 9 morts, mais... C'est Condé. Non, ce n'est pas uniquement Condé. Condé, il suffit au général Condé d'appeler RFI, d'autant plus qu'ils aiment beaucoup cette radio-là, d'appeler RFI de dire non, moi je garantis au peuple guinéen que je ne ferai jamais de troisième mandat et je... La question n'est pas... Non, c'est déjà là. Quand le monsieur dit dialogue, il veut dialoguer sur quoi? À la une de ce journal, reprise du procès des initiateurs des manifestations ce vendredi à Conakry en Guinée. 7 des 8 responsables du Front national de défense de la Constitution